Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Alors aujourd'hui, on va plutôt sourire parce que c'est Joe Dante. Je ne sais pas si vous connaissez bien Joe Dante. Enfin, je pense que la plupart d'entre vous ont vu au moins 2, 3 de ses films, dont son film le plus célèbre qui est Gremlins. Voilà. Et peut-être la suite, Gremlins 2. Parce que donc que je préfère, qui est encore plus complètement délirante et beaucoup plus déjantée. Et d'ailleurs, ça n'a pas énormément marché, Gremlins 2. Mais Gremlins, son film le plus connu. Joe Dante, il a réalisé des films comme Explorer, comme L'Aventure intérieure, qui était un remake extraordinaire, une sorte de screwball comédie à l'intérieur d'un corps humain. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là, un film formidable. Il a réalisé des films qui n'ont pas énormément marché, malheureusement, mais qui sont des films formidables, comme Small Soldiers, une espèce de critique de la militarisation du merchandising et de la vente, de la distribution des films américains. Ça, c'est un film génial. Il a réalisé un film d'avant-garde qui s'appelle Les Looney Tunes passent à l'action. C'est une espèce de relecture où on passe à la fois du dessin animé à bande à part de Godard, film qui a été un flop aussi intégral. Donc là, en parlant, j'ai l'impression que je vous parle d'un cinéaste qui n'a connu que des échecs. C'est pas vrai. En même temps, il a une carrière compliquée, Joe Dante. D'abord, on se rend compte que, et peut-être que ce film-là va vous permettre de comprendre les raisons pour lesquelles c'est un cinéaste qui n'a pas eu le succès qu'il aurait dû, alors je ne sais pas si c'est le succès qu'il aurait dû avoir, mais qu'il aurait pu avoir en tout cas, parce que c'est un cinéaste finalement qui est, à l'exception de Gremlins, et encore beaucoup de gens connaissent Gremlins, mais ne connaissent pas forcément le nom de celui qui l'a fait, c'est un cinéaste qui a toujours eu du mal à dépasser le cercle des cinéphiles et des critiques avertis, quoi, si vous voulez. Joe Dante n'est pas du tout un nom qui est rentré dans la sphère du grand public, comme son comparse, ami, et puis alter ego et face sombre qui est Steven Spielberg. Je dis ça parce que Joe Dante, il est aussi connu parce que dans les années, alors très rapidement, il faut que je vous dise que c'est quelqu'un qui est né en 46, qui appartient à cette éternelle génération qu'on appelle du nouvel Hollywood, avec laquelle je vous fatigue depuis des mois et des mois et des mois. C'est normal, c'est l'âge d'or, donc on y revient assez régulièrement à cette génération-là. Et Joe Dante, il fait partie de cette génération des Scorsese, des Carpenter, des Cimino, de tous ces gens-là, des James Cameron, etc., etc. Et donc, il va commencer en fait à faire des films au tout début des années 70, en croisant finalement la route de quelqu'un qui est très important pour lui. Il y a 2 personnes capitales pour comprendre ce que c'est que le cinéma de Joe Dante. D'un côté, c'est Roger Corman. Roger Corman, vous avez forcément entendu parler de ce producteur qui a produit dans les années fin 60, disons qu'entre 70 et 80 surtout, des films de série B, d'exploitation, exploitant, si vous voulez, les grands succès de l'époque. Roger Corman était très connu parce que, petit 1, il faisait des films pour pas cher du tout. À l'époque où la série B était en train de disparaître, il s'est dit il y a encore de la place dans les cinémas pour un public qui a envie de voir, on pourrait dire, des films de second programme, si vous voulez. Donc il faisait des films qui étaient produits pour des sommes modiques, 200 000, 150 000 $ à l'époque, voire moins si on pouvait faire avec moins. Et il disait toujours aux jeunes cinéastes qu'il embauchait, il y a 2-3 critères, si vous voulez, qui pour moi sont importants. Un, que vous arriviez à respecter le budget. 150 000 $, c'est quand même rien du tout. Respecter le budget. 2, que l'actrice principale monte ses seins au moins au bout de 45 minutes. Et la 3e chose importante, c'est que votre scénario s'inspire très vaguement d'un gros carton ou d'un blockbuster sorti peu de temps auparavant. Alors ça s'appelle Les Dents de la Mer, enfin peu importe. Et donc, une fois que les cinéastes, les très jeunes cinéastes qui commençaient avec Roger Corman respectaient ce contrat-là, ils étaient absolument libres de faire ce qu'ils voulaient. Ce qui fait que Roger Corman, c'est quelqu'un qui a fait travailler, qui a découvert, comme on dit, si vous voulez, une grande partie de cette génération du Nouvel Hollywood. Puisque Joe Dante a commencé avec Roger Corman, c'est lui qui montait les bandes annonces des films des autres, entre parenthèses. Et il a découvert Francis Ford Coppola, James Cameron, Jonathan Demme, Robert Zemeckis, Monty Hellman, enfin Jack Nicholson. Beaucoup de cinéastes, voire d'acteurs des années 70 sont passés dans ce qu'on appelle l'écurie Roger Corman. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, Joe Dante, lui, il va passer dans cette écurie-là, et puis un jour, il a l'occasion de faire, à la fin des années 70, alors que Les Dents de la Mer vient d'avoir un succès colossal aux États-Unis, il a l'occasion de faire une sorte d'avatar des Dents de la Mer. Mais vous imaginez bien qu'entre le budget des Dents de la Mer et celui que va avoir Joe Dante pour faire Piranha, Piranha va être la version, si vous voulez,
pauvre, mais aussi plus subversive des Dents de la Mer. Joe Dante a très peu d'argent et il va donc tourner Piranha, qui va être une sorte, on pourrait dire, de ce qu'on appellerait aujourd'hui un spin-off, c'est-à-dire qu'une sorte de relecture, de dérivé, si vous voulez, des Dents de la Mer. Mais un dérivé moqueur, assez jubilatoire, dans lequel Joe Dante s'amuse déjà, on pourrait dire, à être un peu une sorte de le poil à gratter de l'entertainment hollywoodien, et en l'occurrence de Steven Spielberg. Alors tout ça pour dire quoi ? C'est que ce film-là va avoir un peu de succès, même pas mal. Joe Dante va ensuite réaliser un film qui s'appelle Hurlement, qui est un film qui retravaille le mythe du loup-garou, un film absolument formidable. Et Steven Spielberg, un jour, va venir le chercher, parce que alors, il n'a pas du tout été vexé par la façon dont Dante se moquait de lui dans Piranha. Au contraire, il se dit, ce type a du talent. Et surtout, ce type incarne surtout quelque chose que moi, je n'ose pas encore vraiment faire, où il est peut-être ma part maudite, quoi, ma part sombre. Et dans les années 80, Joe Dante et Steven Spielberg vont fonctionner comme une sorte de drôle de duo, où Spielberg fait les films familiaux qui se terminent bien, consensuels, etc. Et Joe Dante fait les films de sale gosse, quoi. Et Joe Dante, et ce couple va très bien marcher, puisque, évidemment, ils vont faire ensemble, enfin, Spielberg va produire Gremlins en 84, qui va être un succès colossal. Et puis, il y aura Explorer, un film qui a malheureusement moins marché. Et très rapidement, Joe Dante, alors qu'il est lancé dans les années 80, qui est son âge d'or à lui, les années 80, l'aventure intérieure, Gremlins, ça date de ce moment-là, si vous voulez. À partir de la fin des années 90, il va commencer à faire des films qui ont moins de succès. Gremlins 2 ne marche pas vraiment. Et depuis, Joe Dante a du mal à faire ses films. C'est quelqu'un qui, en 40 ans de carrière, a fait à peine une quinzaine de films, ce qui est très très peu, hein. Et le film que vous allez voir ce soir, qui s'appelle Matinee en anglais, donc Panic à Florida Beach, bon, on fait ce qu'on peut, mais Matinee, ça renvoie à la séance de l'après-midi, enfin du matin, de l'après-midi dans les salles de cinéma, en gros dans les années 50 aux États-Unis, où le mercredi après-midi, les gamins allaient au cinéma, il était 14-15 heures, et ils passaient l'après-midi au cinéma, hein, c'était vraiment des séances pour les gamins, et là ils voyaient des dessins animés, des news, des courts-métrages, et 2 films, très souvent. Donc vous voyez, c'était des programmes extrêmement copieux, quelque chose qui nous semble appartenir à une époque préhistorique de ce que c'est que l'expérience du cinéma, évidemment. Et cet argument-là va être évidemment l'un des points de départ du film, parce que ce qui caractérise Joe Dante, très rapidement, c'est que c'est quelqu'un... ça a été un des premiers, si vous voulez, de cette génération-là, un des premiers cinéastes cinéphiles. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été fanatique de films quand il était tout petit. Il passait son temps à voir des films. Les films que vous avez, l'histoire du gamin qui est racontée dans Matinee est très très proche de celle de Joe Dante. C'est sans doute le film le plus autobiographique qu'il ait jamais réalisé. Et Joe Dante, c'est un cinéaste qui a passé son temps à lire des magazines sur le cinéma, à voir des films. Il connaissait tout par cœur. Même encore aujourd'hui, moi j'ai eu la chance de le rencontrer 2-3 fois. C'est quelqu'un qui a une connaissance encyclopédique de l'histoire du cinéma. Lui qui connaît les réalisateurs, les acteurs, les plans, les scénaristes, les régisseurs. Bon, tout ça pour dire que, et j'en terminerai avec ça, le cinéma de Joe Dante, il est obsédé par, évidemment, les images qu'il a vues, lui, quand il était enfant. C'est une sorte de cinéma qui a conscience, si vous voulez, qu'il y a le monde réel, il y a le monde extérieur, mais peut-être que pour sa génération à lui, ce monde extérieur-là, ça a d'abord été un monde des images qu'il a vues au cinéma, plein de films, et les films de série B, il a beaucoup d'affection pour ces films qui à l'époque étaient un peu daubés par la critique, et puis évidemment les images de télévision. Et ce qui est passionnant dans le cas de Joe Dante, et vous allez voir, on en parlera évidemment après, c'est que on pourrait considérer que c'est un cinéma qu'on appellerait maniériste. Je ne vais pas aller trop loin là-dessus, j'y reviendrai. Mais autrement dit, un cinéaste qui vous contraint à décoder toutes les références. Et je vous rassure tout de suite, ce n'est pas possible. Pour voir un film de Joe Dante et repérer les références, il peut le voir des dizaines de fois. Et en ayant 4000 films en tête, vu qu'il y a des références parfois très directes, très subtiles, des hommages, des citations, ça n'arrête absolument jamais sa façon de fonctionner. Mais en disant ça, on a presque peur. On se dit, voilà, moi qui ai vu 1000 films dans ma vie, lui en a vu 100 000, qu'est-ce que je vais comprendre au film que je vais voir? Et ce qui est très très beau, c'est que contrairement, si vous voulez, au cinéma maniériste, Joe Dante ne se sert pas des images des autres, on pourrait dire, pour imposer sa propre marque. Il n'y a pas d'enquête à mener sur les images des autres dans les films de Joe Dante. Par contre, les images aide à construire les individus. Et moi, c'est ça que je trouve très très beau chez Joe Dante, c'est que c'est quelqu'un qui a un rapport aux images qui n'est pas du tout, comme la plupart du temps d'ailleurs, quand on monte des images des autres, un rapport pathologique. Le côté les images, c'est mauvais, vaut mieux être dans le réel
que être face à des images. Joe Dante, il ne pense pas ça du tout. Il pense que les images, ça peut être du côté du mal, mais que ça peut être aussi du côté du bien. Et j'aime beaucoup cette espèce de subtilité, et je pense que c'est un des très rares cinéastes qui a su entretenir un rapport on pourrait dire, si intelligent avec le fait d'être baigné dans un monde qui est un monde d'images. Alors le film que vous allez voir là donc, se passe en 62, donc d'où le terme panique à Florida Beach, si vous voulez. Ça se passe au moment de la crise des missiles à Cuba. Et c'est pas du tout un film nostalgique, même s'il y a un peu de ça. C'est un film qui nous raconte alors vous allez voir, finalement ce qu'a été l'Amérique à un certain moment de son histoire. 62, c'est pas 63. Faites attention à ça. S'il choisit 62, c'est pour une raison bien précise. Et il nous raconte ça, cette espèce de, on pourrait dire, de mélancolie d'une époque qui a totalement disparu, mais qui est très très chère à Joe Dante. Voilà. Donc le film n'a pas du tout marché, je vous le rappelle, au passage évidemment. Et peut-être qu'en le voyant, on comprend pourquoi. Est-ce qu'on comprend parce que le film n'atteint pas ses objectifs ou parce que le public que suppose un film comme Panique à Florida Beach a en grande partie disparu? Voilà. Bon. Très bonne projection et à tout à l'heure. D'abord, je voudrais pas me débarrasser, mais vous dire 2-3 choses sur, à la fois sur la jeunesse du film, parce qu'il faut rappeler que c'est le dernier film dans lequel Joe Dante bénéficiera d'un budget digne de ce nom. Depuis, on est en 93, ça fait 20 ans que Joe Dante a beaucoup de mal pour faire ses films, à trouver des fonds pour les faire. Il fait en gros un film tous les 4-5 ans. Vous avez peut-être vu récemment The Hall, un film passionnant qu'il avait tourné en 3D, qui n'est même pas sorti aux États-Unis d'ailleurs, et qui est, à mon avis, un des meilleurs films utilisant cette technique-là, qui a été réalisé il y a à peine quelques années. Mais donc Joe Dante est plutôt, comme on dit aujourd'hui, bankable à Hollywood. La plupart des studios ne sont pas du tout intéressés pour produire ces films, donc c'est toujours des montages compliqués, herculéens pour lui, de manière à pouvoir tourner ce qu'il a envie de faire. Et on pourrait presque dater la traversée du désert dans laquelle se trouve Joe Dante, et dont il n'est toujours pas sorti d'ailleurs, à ce film-là. Ce film a été un échec absolument colossal. Il n'a pas du tout trouvé son public aux États-Unis. Et c'est intéressant parce que à l'époque, le film a une origine complètement différente. Joe Dante, il reçoit un scénario qui raconte, qui évoque les cinémas de son enfance. En gros, les années 50. Bon. Qui est le moment où le jeune Joe Dante était enfant. Il avait l'âge, bizarrement, non pas de Gene, l'adolescent, mais plutôt son petit frère. Le vrai âge, il y a quelques accommodements dans le côté autobiographique dans le film. Il y en a au moins 2. D'abord, c'est que Joe Dante en fait, se projette dans le personnage de l'adolescent qui vit ses premiers émois amoureux, la rencontre avec le producteur, réalisateur, etc. Alors que là, à l'époque, Joe Dante a l'âge du petit frère. Ensuite, je vous ai beaucoup parlé des années 50 et on va y revenir. Or, le film se passe en 62. Or, si on est un tout petit peu en tout cas précis et rigoureux sur cette période-là, on voit bien qu'il y a un problème. C'est-à-dire que le film se passe en 62 et les films, en l'occurrence Mantes, là, l'homme-fourmi, que vient de réaliser et de produire Laurence Woosley, ce film-là n'est pas un film de 62. En 62, on ne produit déjà plus ce genre de film-là. C'est un film qui date grosso modo du milieu des années 50. Autrement dit, il y a un espèce de hiatus assez drôle dans le film, puisque c'est un film qui se passe en 62, alors qu'il y a déjà quelque chose d'un peu anachronique, puisque le film, soi-disant, le film qui va sortir, donc d'actualité récent pour l'époque, est un film qui en fait a une dizaine d'années. En 62, on ne produit plus du tout des films de monstres, des films de SF, avec des personnages qui se transforment en carottes, en poireaux, en choux-fleurs, à cause d'une exposition aux radiations atomiques. Ça, c'est complètement fini en 62. On n'est plus du tout là-dedans. On arrive dans le cinéma qu'on appelle plutôt le cinéma des bikinis, de la plage, les fameux beach blanket movies. On est beaucoup plus là-dedans. On est quelques années avant Nouvelle Hollywood. Donc ces films de monstres en carton-pâte pour lesquels Joe Dante a beaucoup d'affection. On y reviendra d'ailleurs parce que vous voyez le regard qu'il porte sur ces films-là. À aucun moment il s'en moque. Il est toujours du côté du regard de l'enfant qui a vraiment peur de ces monstres-là, qui croit vraiment à la pâte velue, qui croit vraiment à l'homme avec cette tête de mouche, enfin cette tête de fourmi en l'occurrence. Donc Joe Dante filme toujours du côté de l'émerveillement des enfants.
Hein. Ça, à mon avis, c'est ce qui est très très beau chez Joe Dante, c'est qu'il ne va pas convoquer, on pourrait dire, une salle remplie de gamins, ce qui est tout à fait vrai d'ailleurs, parce que dans ces matinées, les salles étaient essentiellement remplies d'enfants et d'adolescents, le fait qu'il y a très très peu d'adultes, les adultes allaient amener comme ça leurs enfants dans les salles de cinéma et les récupérer quelques heures plus tard, mais Joe Dante, et ça c'est quelque chose dont je vais souvent parler, mais j'y reviens souvent parce que c'est toujours intéressant de se demander à hauteur de qui ou de quoi le cinéaste filme, avec qui il est. Hein. Et là, on voit qu'il est avec ces deux gamins. Hein. Et bizarrement, tous les personnages dans le film, on pourrait dire les plus justes, les plus fins, les plus mûrs, sont globalement les enfants et les adolescents. Et les plus caricaturaux, les plus hystériques, les plus fous, ce sont les adultes dans le film. Hein. On a quand même une espèce d'inversion. Ce qui est à la fois, on pourrait dire, le regard que porte, d'ailleurs il y a cette très très belle phrase à la fin, lorsque le personnage dit à Woosley, mais finalement Jean dit à Woosley, vous êtes toujours un enfant. Hein, qui est presque la pétition de principe qui vient à la toute fin du film. Et l'autre lui dit, oui, mais jusqu'à preuve du contraire, on va jamais prouver que les adultes savaient plus ce qu'ils faisaient que nous. Hein. Et donc, on voit bien que ça, on pourrait dire le regard de Joe Dante, il est arrimé sur ces adolescents, hein, parce qu'ils sont pour Joe Dante, ils sont à ce moment-là dans une double capacité, on pourrait dire d'émerveillement et de critique. Hein, c'est ça qui est très très beau dans le film, c'est que Gene, adolescent, il sait que ce qu'il voit c'est faux, et d'ailleurs il va participer à son petit niveau à l'élaboration des trucs complètement fous que met en place Woosley, le Rumble-Rama, les décharges électriques dans les faits des spectateurs, etc., etc. Et en même temps, je ne sais pas si vous vous souvenez au tout début du film, lorsque lui et son frère sont en train de regarder cette bande-annonce, ce film, il lui explique non, n'aie pas peur, c'est faux, c'est du carton-pâte, alors que le petit gamin il est complètement captif de ça, il y croit vraiment, et alors qu'il se remet la tête devant l'écran, Gene d'un seul coup il sursaute. C'est-à-dire qu'on a vraiment toujours chez Joe Dante à la fois l'émerveillement et la critique. Ce que je veux dire par là, c'est que l'émerveillement n'est pas un aveuglement. C'est pas parce qu'on croit aux images, c'est pas parce qu'on croit qu'on est pris par le spectacle magique de ce que c'est que le cinéma, qu'on est pour autant idiot et qu'on ne comprend pas aussi la nature des images qu'on voit. Ça, c'est tout le cinéma de Joe Dante, c'est ça. Hein. C'est important parce que dans le film, il y a d'un côté les adolescents et il y a au milieu Woosley. Et puis il y a les adultes. C'est un peu les trois catégories, on pourrait dire, de regard dans le film par rapport aux images de télévision, hein, ou alors pas d'image du tout, comme le fou qui s'est construit son abri anti-atomique, hein, ou alors les images des home movies, par exemple la mère de Jean qui regarde le film de famille pour retrouver son mari qui à ce moment-là est au large de Cuba, et puis les enfants qui sont dans la salle de cinéma. Alors je vous dis ça parce que à l'origine, Joe Dante donc récupère un scénario qui lui plaît bien parce que tout son cinéma depuis la fin des années 70 est un cinéma à la fois, on pourrait dire, de référence, cinéphile, qui tente toujours en fait à la fois on pourrait dire, de restaurer les films de son enfance. Lui, il prend ça très au sérieux, hein, ces films de monstres des années 50. Il dit oui, ce sont des monstres, des films faits en carton-pâte, avec plein de choses qui sont complètement ridicules, etc. Mais ce sont des films qui, ont compté pour moi en tant qu'enfant, hein, qui ont structuré mon regard, mon rapport au monde, etc., etc. Et deux, c'est fait par des gens pour lesquels Joe Dante a beaucoup d'estime, à savoir ce sont des artisans. Voilà. Et le personnage de Woosley, il est l'incarnation, on pourrait dire dans le film, de ce qu'aime Joe Dante et surtout de quelque chose qui, dans le cinéma contemporain, là au début des années 90, a globalement complètement disparu d'Hollywood. Hein. Cette espèce on pourrait dire, de mélange entre l'artisanat, le magicien, le battleur, le roulement de tambour, le cinéaste, l'artisan, cette espèce d'homme orchestre, hein, le vrai showman, c'est comme ça que filme Joe Dante ce personnage-là, c'est un véritable showman. Ce personnage-là pour lequel lui a beaucoup d'affection, hein, il considère qu'évidemment au début des années 90, il a disparu. D'ailleurs, à la toute fin du film, il y a deux producteurs dans le film. Il y a celui pour lequel Joe Dante a cette affection, hein, celui qui est joué par Woosley, et il y a l'autre, le directeur du multiplex, hein, qui est là de loin et qui constate le succès, hein, parce que c'est une sorte de screen test, hein, si vous voulez. Il constate le succès du film, et à la fin il dit j'ai une idée, au moment il re-rentre dans le cinéma qui vient de s'effondrer, et il dit on pourrait peut-être mettre 2 écrans. Et cette phrase, elle est comme toujours chez Joe Dante, c'est un cinéaste qui est fin, mais dans cette petite remarque-là, c'est déjà l'avenir du cinéma tel qu'on le connaît qui est en train de marcher.
C'est-à-dire que ce qu'on vient de voir là, et toute la fin du film, c'est non pas la fin d'un récit en particulier, c'est aussi ça, c'est la fin d'une époque, complètement. Hein. Et Joe Dante, alors on peut trouver, il y a de la nostalgie, il y a de la mélancolie, en tout cas c'est ce que filme véritablement ce film-là. C'est que non seulement c'est la fin d'une époque, la fin d'adolescence, la fin d'un certain type de cinéma, d'un rapport du spectateur au film, hein, et c'est aussi la fin d'une Amérique. Ça j'y reviendrai, parce que le dernier plan du film, qui pour moi est un des plus beaux d'ailleurs du cinéma de Joe Dante, lorsque les deux gamins vont sur la plage, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, le Lion d'Or ce soir, hein, sur la bande-son, et là arrivent des hélicoptères dans le ciel qui, je le dis, mais je reviendrai plus tard, sont les mêmes hélicoptères qui deviendront l'emblème de la guerre du Vietnam 4 ans plus tard. Hein. Donc là, il y a un côté extrêmement sombre et très fin et subtil comme un voile à la fin. À la fois, il y a quelque chose qui s'ouvre. Ben voilà, on a d'une certaine façon la crise des missiles, c'est fini, papa va rentrer à la maison, on a échappé à la mort dans le cinéma, on a eu sa frayeur, etc. En même temps, ça se termine sur un faux soleil couchant, si vous voulez, parce que le lion, il dort, mais il va se réveiller. Et le lion, c'est évidemment la guerre. Hein, c'est le Vietnam qui s'approche. Alors je dis ça parce que la fin de Panique à Florida Beach fait référence, je vais essayer d'aller de pas dire trop souvent le mot fait référence à, parce que quand on parle d'un film de Joe Dante, on passe son temps à dire ça fait référence à, mais en tout cas, c'est parce qu'on le comprend sans ça, mais ça renvoie aussi à un film que Joe Dante aime beaucoup et qui est très important pour les cinéastes de cette génération-là et les ados de cette génération-là, c'est American Graffiti de George Lucas. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, c'est un film qui date de 72. Un film, on a eu un des plus, je pense, avec THX 38, c'est les deux plus beaux films de George Lucas. Et George Lucas raconte pas la même histoire, mais situe, on pourrait dire, les allées et venues d'une bande d'adolescents dans le grand moment, pour le coup, des années 50, juste avant ce qui va être la date butoir de la fin de l'innocence américaine, qui est évidemment l'assassinat de Kennedy en 63. Bon. Et dont on a souvent parlé, George Lucas, tous les gens de cette génération disent que l'innocence américaine, vraie ou pas, attention, ça c'est encore un autre débat, mais en tout cas la perception d'une innocence américaine, elle s'est achevée en 63. Autrement dit, en situant son film en 62, c'est ça qui est intéressant, c'est que oui, il situe son film au moment de la crise des missiles de Cuba. L'arrivée du bulletin, JFK, évidemment l'annonce de JFK, etc. C'est vrai. Mais 62, dans l'esprit américain, c'est autant, voire beaucoup plus, l'année qui précède l'assassinat de JFK, et donc le basculement de l'Amérique dans une époque qui va être complètement différente que le moment de la crise des missiles de Cuba. C'est pour ça que la fin, elle est ambiguë, elle est grise, si vous voulez. Hein. Parce que, encore une fois, pour les gens de cette génération, l'arrivée des hélicoptères dans le ciel, et puis on sait ce que ça deviendra, cette image de l'hélicoptère dans le ciel, jusqu'à évidemment 7 ans plus tard, je pense à American Graffiti, l'arrivée des hélicoptères d'Apocalypse Now avec la chevauchée des Valkyries, ça va devenir l'emblème. Je crois que c'est un hélicoptère qui s'appelle le Sikorsky. Le Sikorsky, c'est l'hélicoptère d'Apocalypse Now. Ça va devenir l'emblème absolu, hein, de la guerre du Vietnam, de l'arrivée de l'armée américaine, du napalm, etc. C'est cet hélicoptère-là. Évidemment, qu'on le voit arriver dans le ciel, ça obscurcit un tout petit peu cette espèce de fin vaguement idyllique. Bon, donc ça faisait référence aussi à ça. Alors, je reviens rapidement à la genèse. En tout cas, à l'origine, donc Joe Dante reçoit ce scénario. Ça l'intéresse beaucoup de faire un film sur cette époque-là, parce que tout son cinéma n'a cessé de réactiver, hein, les séries B, on pourrait dire des années 40, il connaît évidemment tout, Joe Dante, mais des séries B de son enfance à lui, quoi. En gros, c'est de la fin des années 40, des années 50, 60, ce moment où il y avait encore effectivement des cinéastes un petit peu artisans qui faisaient des petits films avec des petits budgets, on appelle ça évidemment des films de genre à l'époque, et tout son cinéma n'a cessé toujours à la fois de réactiver d'un point de vue personnel cette mémoire-là, mais aussi parce que Joe Dante a une grande peur. Et c'est que le public de cinéma, les spectateurs qu'on est, plus le temps passe, plus ils oublient l'histoire du cinéma. Et il y a chez Joe Dante toujours ce désir de remettre dans ses propres films cette mémoire-là. N'oubliez pas ces films-là. Et évidemment, quand vous regardez aujourd'hui la plupart d'un public contemporain, de jeunes spectateurs moyens, ces films-là, pour eux, c'est même pas l'archéologie, ils sont même dans les années 50, c'est des films qui n'existent plus du tout dans l'espace commun.
ou alors de façon totalement caricaturale, hein, dans une publicité, parce qu'on va montrer qu'un homme avec une tête de mouche, c'est devenu une sorte de cliché ridicule. Mais Joe Dante est très attaché à cette idée que pour apprécier les films, il faut aussi savoir d'où ils viennent. Et que cette histoire du cinéma, c'est pas quelque chose pour spécialistes précisément, pour critiques de cinéma, pour cinéphiles, non, c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête. C'est-à-dire que les gens qui vont voir des films, il faut qu'ils sachent aussi d'où ces films viennent. Et Dante a conscience que l'époque contemporaine, elle travaille au contraire à l'amnésie permanente, à l'écrasement, hein, des films qui possèdent de la mémoire. Des Hollywood aujourd'hui, la plupart des films européens qui marchent en Europe ne sont même pas distribués à Hollywood. Ils préfèrent en faire eux-mêmes un remake, hein, plutôt que de sortir le film d'origine. Bon, vous me direz, c'est souvent des films mauvais dont ils font des remakes, c'est pas grave. Là, je crois qu'est-ce qu'on a fait du Bon Dieu, par exemple, ils vont en faire un remake. Vous voyez, c'est pas bien grave. On est plutôt fiers que ce film-là ne donne pas cette image de la France à Hollywood. Mais quand même, ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de films, plutôt, alors ce qui n'était pas du tout le cas dans les années 60-70, ou au contraire, le cinéma européen, arrivé aux États-Unis, a influencé beaucoup de cinéastes de cette génération-là. Aujourd'hui, la politique un peu cynique hollywoodienne, elle est un peu inverse. C'est-à-dire que le problème, d'ailleurs, c'est presque que le cinéma s'est hollywoodisé, s'est mondialisé, c'est-à-dire que voilà, on a à peu près le même type de film partout, et ces codes sont malheureusement très souvent des codes qui viennent d'Hollywood. Donc Joe Dante, il est très attentif à cette idée qu'un film ne naît pas comme ça ex nihilo. Il faut toujours entretenir la mémoire pour les cinéphiles, pour les enfants, voilà d'où ça vient, etc., etc. Donc quand il reçoit ce scénario, ça le touche évidemment. Et à l'origine, je vais très vite, mais à l'origine, c'est pas du tout ça l'histoire de Panique, enfin de Matini, de Panique à Florida Beach. Ça se passe dans une histoire de cinéma dont le projectionniste est un vampire et la directrice de salle est une sorte de monstre. Hein, c'est de là que ça part. Et peu à peu, différents scénaristes vont travailler sur le scénario. Joe Dante n'est pas complètement convaincu. La Universal non plus. Et finalement, de fil en aiguille, un scénariste va apporter l'idée de la crise des missiles à Cuba. Et c'est à partir de cette espèce d'articulation à laquelle on va revenir, entre le film d'horreur, dans ce qu'il a de plus, on pourrait dire, drôle, délirant, qui est le film d'horreur des années 50, hein, tous ces monstres un petit peu fous, et la crise des missiles de Cuba, autrement dit, entre le maximum de la fiction et le maximum de la crise réelle, que dans cette articulation-là, que Joe Dante va trouver son compte. Il va dire ça, c'est vachement intéressant. C'est très intéressant de confronter, en gros, la mouche, parce que vous avez vu la première apparition du personnage dans le film Mantes, lorsqu'il est touché par une radiation, on enlève son voile, et ça c'est une citation très directe d'un film très célèbre que vous avez peut-être vu, mais en couleur, hein, de Kurt Newman, qui s'appelle La Mouche, The Fly. Vous avez vu ce film, hein, de 58, dont David Cronenberg fera un remake, hein, en 86. La Mouche est un remake d'un film de Kurt Newman. Et lorsque le personnage apparaît pour la première fois avec sa tête de mouche, c'est une référence très directe à ça, si vous voulez. Bon. Et donc, Joe Dante, à partir de là, va travailler sur le scénario, trouve formidable cette idée de mélanger deux registres qui, a priori, n'ont rien à voir. D'un côté, l'Amérique au summum de la paranoïa anticommuniste, anti-rouge, les missiles, Cuba, la peur du nucléaire, etc. Et de l'autre, à l'intérieur du cinéma, dans des films de série B, fait souvent avec 3 francs 6 sous, avec des acteurs qui ne jouent pas forcément très très bien, avec des stock shots à n'en plus finir, hein, tout ça, mais qui exploitent exactement la même peur. Parce que c'est ça qui est intéressant, évidemment. Ce sont des choses, aussi bien les films de monstres que vous voyez là, que la crise des missiles de Cuba, exploitent carburent exactement à la même paranoïa. Hein, la question du nucléaire, la peur de l'autre, etc. Bon. Parce qu'il y a un film qu'on n'a pas passé, mais qu'on aurait pu passer ici, qui est L'invasion profanateur de Sépulture, un film dont je vous ai déjà parlé, qui est un des films cultes de Joe Dante, dont d'ailleurs il va citer plein de fois dans ses films, en l'occurrence dans Gremlins. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Gremlins avec les cosses, lorsque dans le labo scientifique, l'un des profs découvre dans son labo des cosses végétales, hein, qui se sont développées. Ça ne vous dit rien du tout? Bon, bref. Et ben ça, c'est une référence aux Body Snatchers de Don Siegel. Et pourquoi je dis ça? Parce que le général, vous savez, dans les films de monstres, un film de monstre, c'est toujours la même chose. C'est un couple, et puis, comme The Mante, pardon. Et puis l'un des deux se transforme suite à une radiation atomique. Il se transforme en une sorte d'insecte ou de bestiole géante. Et à ce moment-là, on a toujours, vous savez, les différents corps de la société américaine qui s'unissent pour aller dégommer la bête. Il y a toujours un curé, un journaliste, un postier, etc., etc., et de l'armée. Bon. Et le général
hein, celui qui dit des trucs complètement délirants, et le scientifique qui passe son temps, ça aussi, Joe Dante tenait beaucoup à ce que le scientifique reprenne exactement des dialogues de certains des films des années 50 de monstres de l'époque, hein, notamment des trucs complètement fous, parce qu'à chaque fois dans ces films-là, qu'un scientifique avançait des mots de vocabulaire un peu compliqués, pseudo-scientifiques, il les expliquait au grand public. Hein. Par exemple, il ne faut pas se précipiter, virgule, il ne faut pas accélérer. Hein, pour que les gens comprennent à chaque fois le double sens. Là, il y a une unité de mesure qui est le Morgans, personne ne sait ce que c'est, hein, mais on comprend vaguement que plus elle est élevée, plus c'est grave. Hein. Et donc Joe Dante s'amuse à truffer son film, qui a été tourné avant le film d'ailleurs, Mantes a été tourné avant. Hein, et si vous un jour achetez le DVD ou le Blu-ray, vous avez l'intégralité de ce film Mantes qui dure 16 minutes, qui est une sorte de raccourci d'un film de monstre pendant 16 minutes. Et d'ailleurs, à l'époque, la Warner avait dit à Joe Dante, ça serait vachement bien que pour la sortie en DVD de Panic à Florida Beach, vous tourniez une version intégrale de Mantes. Autrement dit, le film, vous avez tourné 16 minutes, allez jusqu'à 1h10, qui est à peu près la durée des films de l'époque. Et Joe Dante disait non, parce que dans ces films-là, généralement, c'est intéressant 16 minutes, le reste, on s'ennuie. Il y a plein de séquences qu'on rajoute, de domestiques, qui ont strictement aucun intérêt. Le meilleur dure 16 minutes, il ne faut surtout pas faire ça. Bon. Et donc, je reviens à notre ami Body Snatchers, parce que le général donc, qui tente de convaincre Jean de descendre du building, enfin, je vais te ramener ton sucre, enfin, il y a des choses complètement délirantes. Ce général-là, il est joué par un acteur que les amateurs de cinéma des années 50-60 et genre connaissent par cœur, c'est Kevin McCarthy. Kevin McCarthy, c'est un acteur cultissime, et c'est pourquoi ? Parce que c'était lui qui jouait le rôle principal dans La Maison des Profanateurs de Don Siegel. Et lorsque les spectateurs cinéphiles critiques voient débarquer Kevin McCarthy, on voit débarquer Kevin McCarthy. On sait qu'il arrive, c'est son film le plus connu, et qu'il charrie avec lui tout l'univers de Body Snatchers. Et il y a toujours chez Joe Dante des choix comme ça d'acteurs. Par exemple, le petit qui s'occupe de la soi-disant ligue de distraction saine. Hein. Bon, le petit, c'est Dick Miller. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Dick Miller, c'est un acteur que Joe Dante rencontre à l'époque du New World chez Roger Corman, et comme une sorte presque de mistigris, comme ça a marché la première fois qu'il l'a employé, il le prendra dans tous ses films suivants. Il y a toujours le moment où on voit Dick Miller. On le voit d'ailleurs souvent, c'est chez Spielberg aussi. Donc Dick Miller, quand on voit arriver Dick Miller, on sait qu'on est chez Joe Dante tout de suite. Et tous les acteurs comme ça sont des acteurs récurrents et qui s'amusent à prendre, etc., etc. Bon. Donc, pourquoi je dis ça ? Parce que les références dont je voudrais me débarrasser, elles sont innombrables dans Panic à Florida Beach. Il y a celles qui sont, on pourrait dire, évidentes, hein, donc le film de monstre dans le film lui-même, c'est le côté réflexif, quoi, si vous voulez, du film, Mantes, donc qui rend hommage à des films précis. Attention, hein, Joe Dante le dit, c'est-à-dire que si vous avez vu quelques-uns des films de cette époque-là, vous repérez là la référence à Zem par exemple, parce que c'est aussi un film qui donne envie de voir d'autres films normalement derrière. Zem, c'est un film le titre français, c'est Des monstres attaquent la ville. C'est un film de 1954 de Gordon Douglas, film culte, qui est un des tout premiers films de contamination atomique, nucléaire, si vous voulez, dans lequel des fourmis se transforment, hein, en monstres géants et vont terroriser une petite ville. Et très généralement, tous ces films-là se situent très souvent dans le désert, parce qu'il fallait tourner près de la Californie, hein, dans le désert Mojave, qui est un endroit pas très très beau, et donc la plupart se retrouvent dans ces endroits-là. Hein, et Zem est un des films les plus connus de ces films de monstres-là. Et on pourrait comme ça en citer des dizaines. Il a pris des plans, des exemples, des dialogues, etc. Donc Mantes, c'est presque une sorte de précipité de tous les films de cette période-là, au maximum, y compris même les dialogues, les cadrages, etc. Mais Dante reconnaissait lui-même qu'il avait un tout petit peu amélioré quand même la qualité. Et c'est vrai que quand vous regardez la qualité des images qu'on voit de ce film en noir et blanc, elle est honnêtement... il a mis en scène aussi, un peu meilleur. Il ne voulait pas les travestir en disant non, il faut garder l'esprit, c'était vraiment ça. Mais aujourd'hui, voilà le souvenir qu'on en a. C'est ça que je trouve assez beau, c'est qu'il a filmé le souvenir de ces films de monstres, hein, en fait en les améliorant un tout petit peu, plutôt que les films de monstres eux-mêmes. Alors, dans les références, alors les acteurs, les films, ça vous l'avez évidemment repéré. Il y a, je dirais presque la référence centrale pour moi, c'est le personnage joué par John Goodman dans le film. D'ailleurs, c'est un de ses plus beaux rôles. C'est un très beau personnage de cinéma, moi je trouve, ce Laurence Woosley. Hein. Joe Dante, dans ce film-là, pour ce personnage-là, s'inspire de plusieurs personnages et de plusieurs cinéastes, producteurs extrêmement connus.
Mais je pense que d'ailleurs, le personnage dont il s'est le plus inspiré, c'est un type extrêmement connu, mais aujourd'hui totalement inconnu malheureusement, ou quasiment inconnu. C'est un cinéaste producteur qui s'appelle William Castle. Est-ce que ça vous dit quelque chose, William Castle? William Castle, il est un tout petit peu connu pour les gens de la génération 70-80 parce que c'est lui qui a produit Rosemary's Baby. Hein, et c'est lui qui apparaît dans un rôle caméo dans Rosemary's Baby. Bon, on oublie ça. Mais William Castle, c'est quelqu'un qui, dans les années 50-60, a été l'équivalent de Laurence Woosley. Hein, c'est quelqu'un qui tournait des petits thrillers, des films d'horreur, en noir et blanc, avec des acteurs de genre de l'époque, comme Vincent Price par exemple. Vous avez peut-être entendu parler de films comme La nuit de tous les mystères, hein, The Tingler, ça vous dit quelque chose, Macabre, bref. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de succès à l'époque, c'était une sorte de superstar du thriller si vous voulez. Et ce qui caractérisait William Castle, c'est qu'il faisait donc des films avec effectivement, parfois des monstres, ou des thrillers, des fantômes, des squelettes ricanants. On est vraiment dans le moment presque du film de peur un peu gothique des années 50-60. Mais le drame de William Castle, c'est qu'il avait été précédé, ou en tout cas écrasé par un cinéaste qui avait plus de talent que lui, qui était Alfred Hitchcock. Et William Castle, c'était le Hitchcock du pauvre, si vous voulez. Hein, d'où la référence au début du film, lorsque le gamin dit, le pompiste, là, je vous adore, un dédicace, monsieur Hitchcock, et lui, il le prend mal. Alors, on comprend, oui, bon, d'accord, on se dit oui, d'où ça vient, pourquoi, etc. C'est parce que ce personnage-là, c'est William Castle, et dans la vraie vie, William Castle a toujours été dans l'ombre d'Alfred Hitchcock, hein, si vous voulez. Bon. Et donc, William Castle, ce qui caractérisait, indépendamment des petits films de genre, plutôt bien troussés d'ailleurs, efficaces, qu'on peut, certains d'entre eux en tout cas, trouver aujourd'hui, c'est que c'est quelqu'un c'était l'esprit du showman. C'est-à-dire que pour lui, faire un film, c'était le tourner, enfin, le produire, le tourner évidemment, mais savoir aussi le distribuer. Autrement dit, si vous voulez, le film, ou en tout cas le spectacle du film, ne s'arrête pas au film lui-même. Il faut aller dans la salle et prolonger le plaisir et presque et brouiller la frontière entre l'écran et la salle de cinéma, ce qui est un des grands sujets de Panique à Florida Beach. Joe Dante, il rêve d'une époque où les gens participaient au film, où le film allait les chercher, où on pouvait croire qu'on était dans le film. C'est la dimension interactive, mais pas interactive parce que j'ai un joystick, quoi. Interactive parce que la mise en scène, à un moment donné, me fait oublier que je suis dans un espace qui n'est pas l'espace de la fiction. Et on sent que Joe Dante adore, par plein de moyens dans le film, par moments brouiller cette idée, le film dans le film, lorsque la nurse dans la salle de cinéma se retourne et dit « Regardez derrière vous ». À la fois, c'est un personnage qui est dans une salle de cinéma, je ne sais pas si vous voyez de ce moment-là dans le film, dans une salle de cinéma, donc d'abord on est face à un écran, la caméra recule, donc on sort une première fois de l'écran de cinéma, on est dans une salle de cinéma mais qui est toujours dans le film, là la nurse se retourne, la caméra recule encore, et là elle sort du film, mais du film Monte, qui était déjà un film réflexif, pour se retrouver dans la salle de cinéma de Key West, avec les spectateurs. Et ce qui est génial à ce moment-là, c'est que ça recule encore. Et lorsque le personnage de Mouche, un peu débile, le rocker, un peu poète, celui qui fait des poèmes aussi marrants que Benoît Poelvoorde dans Ça va près de chez vous, vous vous souvenez, les pigeons à la robe grise, etc. C'est un peu de ce niveau-là. Et lorsque le personnage de l'homme mouche arrive et se tourne vers nous, à ce moment-là, nous, en tant que spectateurs, vous, dans la salle de cinéma, est pris aussi presque à partie, inclus exactement comme les deux salles de cinéma qu'on vient de voir. On sent que c'est quelque chose qui obsède littéralement Joe Dante. Et donc, William Castle, c'est quelqu'un qui était comme Laurence Woosley. C'est quelqu'un qui ne cessait d'inventer des procédés totalement farfelus, mais extrêmement complexes. Je crois que c'est dans un des bonus DVD peut-être même du film d'ailleurs, dans lequel Joe Dante c'était un fan de ces trucs-là, donc il collectionnait tout. Il voyait tous les films, il connaissait tout par cœur, et il avait récupéré l'espèce de mode d'emploi que William Castle donnait au patron de salle de cinéma dans lequel il projetait ses propres films. Et donc à un moment donné, on le voit, Joe Dante, sortir cette espèce de document, mais c'est pas une page, c'est 60 pages
Il faut être presque un ingénieur pour savoir comment mettre en place les systèmes que vous avez vus là. Et donc, à l'époque, William Castle faisait comme exactement Woolsey le tour des salles de cinéma, faire des premières, avec ses modes d'emploi, mais ultra costauds, pour les directeurs de salles de cinéma, 4-5 jours avant, en disant, voilà, il fallait faire des branchements électroniques extrêmement compliqués. Aujourd'hui, plus personne ne pourrait faire un truc comme ça. Encore une fois, il fallait un diplôme d'ingénieur pour installer les trucs de William Castle. C'était hyper bien pensé. Et donc, il donnait ça aux différents propriétaires de salles pour qu'ils puissent donc mettre des trucs électriques, des fumigènes. Bon. Et les deux inventions du film, l'atomovision, le rumble-rama, ce qui fait vibrer les sièges, les basses extrêmement lourdes, qui provoquent d'ailleurs l'effondrement du balcon, tout ça c'est quelque chose qui vient de William Castle. William Castle, il avait des idées, des vraies idées de showman, un peu comme Hitchcock d'ailleurs. Souvenez-vous quand Hitchcock faisait ses bandes annonces, qui étaient projetés avant, Les Oiseaux ou Psychose, on sent que c'est aussi quelqu'un qui avait conscience qu'il fallait, le spectacle précédait et allait suivre aussi le film lui-même. C'est-à-dire qu'il y avait un plaisir dans la bande-annonce de Psychose, pour ceux qui l'ont vu. Souvenez-vous, lorsque Hitchcock se balade dans les différents lieux du motel, et il dit voilà, il va se passer un truc terrible, je ne peux pas vous le dire, il tire le rideau là, surtout pas, etc. Et là, les toilettes, formidables. Et donc, il est en train de teaser ce que va être le film lui-même, mais il avait compris que l'homme Hitchcock, le personnage d'Hitchcock, faisait aussi partie du film et de la promotion et de la distribution. Et William Castle, il faisait exactement comme Laurence Woolsey là, c'est-à-dire qu'il était souvent attablé, il présentait ses films, il faisait des bandes annonces, il donnait de sa personne pour que les gens aillent le voir. D'ailleurs, il était devenu presque aussi célèbre physiquement. Vous avez vu le jeu sur la silhouette au début du film lorsqu'il apparaît pour la première fois. Alors ce jeu, il est double, parce que il renvoie à William Castle. Effectivement, cette idée de la silhouette qu'on reconnaît avec le cigare, c'est la même chose. Mais ça renvoie à une autre silhouette extrêmement connue d'un homme au cigare, qui est Churchill. Non, un autre cinéaste, Orson Welles. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à ce moment-là, le film donne déjà une piste. Le film, il commence comme un film de William Castle et il se termine comme La guerre des mondes d'Orson Welles. Bon. Autrement dit, il y a une évolution du personnage de Woolsey dans le film qui, au début, arrive comme William Castle, vendant finalement un petit film de monstre. Il met ses pattes en plastique aux abords du cinéma, il fait tout ça. Et peu à peu, à cause ou grâce à la crise des missiles de Cuba, il va se transformer, à la mesure d'une crise bien plus grande que l'homme mouche dans la salle, il va se transformer en personnage à la Orson Welles. Et là, évidemment, à la fin du film, c'est une référence à la guerre des mondes. Vous savez, cette émission radiophonique dans laquelle Welles avait fait croire, avec des moyens de fiction et de radio, que l'Amérique était envahie par les extraterrestres. Vous connaissez tous cette histoire-là. Et les gens, à l'époque, panique intégrale aux États-Unis, tout le monde était sorti soit de chez soi, soit c'était claquemuré. Ça avait été un pataquès colossal, le canular d'Orson Welles. Et alors, ce qui est beau, évidemment, c'est qu'à la fin, alors j'en parle maintenant comme ça, sinon après je vais oublier, c'est que quand on voit Panic at Florida Beach, on se dit... Mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de champignon nucléaire qui apparaît à la fin? Parce qu'on comprend bien que la moitié du film, c'est la projection du film Panic at Florida Beach. Bon. Donc on voit bien que la salle de cinéma, c'est le lieu vers lequel tout va converger, tout va se résoudre. C'est que pour Joe Dante, c'est très important ce qui se joue dans une salle de cinéma, ce qui se joue devant un film, ce qui se joue devant des images. C'est pas un décor, la salle de cinéma dans Panic at Florida Beach, c'est le lieu où on va tout résoudre, où tous les problèmes vont exploser, où les gens vont grandir. On n'est pas du côté de la citation ou de l'hommage inoffensif. Non, c'est quelque chose de à la fois très léger et très important pour Joe Dante, être dans une salle de cinéma puis voir des images. Pour lui, c'est pas n'importe quoi. Et donc, on comprend bien que l'essentiel du récit arrive et se ramasse et reste concentré dans la salle de cinéma parce que c'est le lieu absolument capital. Mais la projection, c'est ce film en noir et blanc. Bon, très bien, qui s'achève à un moment. Et puis, alors je ne sais pas si vous l'avez, parce que il me semble que c'est quelque chose qu'on ne saisit pas forcément la première fois qu'on le voit de façon aussi claire. C'est que le film s'achève. À cause du rumble-rama, il y a le balcon supérieur qui menace de s'effondrer et qui va s'effondrer. Mais l'ordre des actions, ce n'est pas ça. Le film va s'achever, mais il ne s'est pas achevé, Mantes. À aucun moment, on ne voit cette fin. Le film va s'achever. Le balcon commence à menacer de s'effondrer. John Goodman repart en cabine de projection, met une autre bobine, ce qui veut dire qu'il interrompt Mantes pour mettre la bobine de l'image du champignon atomique.
devant cette image-là qui fout la trouille à tout le monde, l'écran prend feu, pense-t-il, hein, tout le monde quitte la salle de cinéma, et là, le balcon s'effondre. Vous avez ça en tête? Bon. Et ça, c'est une idée géniale, parce que c'est la façon, c'est la leçon du film, si vous voulez, c'est que John Goodman comprend à ce moment-là, évidemment, que évidemment, le mal supérieur, c'est pas du tout la bombe atomique. Il n'y a pas de bombe atomique, il n'y a pas de largage de missiles, il n'y a rien du tout. Mais par contre, le risque, la crise véritable dans cette salle de cinéma, c'est le balcon qui s'effondre. Ce n'est pas du tout les Russes qui envoient un missile sur Key West ou la Floride. Donc, il comprend à ce moment-là que le cinéma, lui, en tant que cinéaste, etc., il a fait mûrir les gens, il a permis à des ados de s'embrasser, d'autres à apprivoiser les peurs, et là, il doit passer à un niveau d'émancipation supérieur, il doit sauver leur vie. C'est presque plus important. Et qu'est-ce qu'il fait pour sauver leur vie? Il leur fout la trouille de leur vie. Puisque qu'est-ce que l'Amérique à l'époque, de quoi l'Amérique a peur? Quelle est la paranoïa qui est cultivée en permanence, confère le directeur de salle, complètement toujours transpirant, engoncé avec sa petite radio et son nombril atomique? Ce qu'a produit l'Amérique, c'est évidemment l'image catastrophe du champignon atomique. Tout le monde vit dans l'attente que cette image n'arrive. Et ce que va faire Woosley, c'est qu'il va leur fournir cette image-là. Autrement dit, tout le monde attend une réalité qui est le champignon atomique, et Woosley leur fournit l'image de cette réalité-là. Évidemment, pas de différence, puisque comme lui est en plus un formidable magicien, il arrive à leur faire prendre cette image pour la vraie. Tout le monde pense qu'il y a eu une explosion et que par-delà le cinéma, on voit le champignon atomique. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est le moment où il n'y a plus du tout de différence entre les images et la réalité, entre le cinéma comme lieu on pourrait dire d'appréhension et de manière, si vous voulez, de contrôler sa peur, et la réalité elle-même. Autrement dit, c'est en balançant l'image du champignon atomique que Woosley sauve les gens. Pourquoi? Parce que comme ils ont peur, ils quittent la salle, et quittant la salle, ils ne sont pas là quand le balcon s'effondre. Vous voyez? Et j'aime beaucoup ça dans le film, parce que c'est une façon, si vous voulez, toujours, par le scénario, de façon assez subtile, discrète, fait qu'à la fin, il se passe beaucoup de choses, en fait, véritablement, et pas uniquement des explosions et des effondrements, etc. Il se passe beaucoup de choses sur le statut des images. Hein. Et à la fin, non seulement les gens ont survécu parce qu'on leur a projeté cette image-là, hein, autrement dit, ils ont enfin vu l'image qu'ils attendaient, et l'ayant vue d'une certaine façon, ils sortent dans le monde réel de façon beaucoup plus apaisée. Et c'est ça qui est très très beau, c'est que Joe Dante a toujours dit, mais pour nous, dans les années 50, quand on était enfant, on vivait avec la peur de la bombe toute la journée. Et d'ailleurs, la peur de la bombe, et il vivait surtout avec cette idée que la fin du monde était pour demain. Ça nous semble fou aujourd'hui. Hein, mais disons, il y a encore un mois et demi, ça nous semble fou de se dire que, effectivement, à tout moment, il peut se passer quelque chose d'aussi catastrophique, radical ou autre. Mais Joe Dante explique très très bien que c'était le quotidien des Américains, des jeunes enfants américains dans les années 50. Et d'ailleurs, la séquence d'alerte, lorsque tous les gamins sortent de la salle et se mettent la tête entre les jambes et les mains sur la tête, d'ailleurs, on constate le truc complètement débile quand on y pense enfin peu importe, c'est une méthode couée, c'est faire quelque chose pour échapper à autre chose. Mais ça c'est une séquence que Dante a intégralement repiquée à sa propre enfance. C'est comme ça que ça se passait véritablement. Et en même temps, ce qui est beau aussi, c'est que les années 50, c'est à la fois la grande époque de la paranoïa, de la peur permanente, etc. Et en même temps, un grand moment, en tout cas c'est comme ça que le montre Joe Dante, un grand moment d'insouciance et d'innocence. C'est vraiment les deux à la fois hein, que filme Joe Dante. Ce qui fait qu'on a des séquences assez drôles lorsqu'on voit ses parents complètement fous au supermarché. C'est l'éternelle inversion chez Joe Dante, évidemment, des valeurs. Joe Dante fait partie de ces cinéastes qui n'ont jamais vraiment grandi parce qu'ils pensent que si on grandit, on est mort. Et il est comme Laurence Woosley, qui est vraiment son alter ego dans le film. Et quand les deux gamins rentrent dans le supermarché, je ne sais pas si vous vous souvenez, la caméra est collée à eux. Ils sont spectateurs comme nous-mêmes, mais comme on les voit de dos, ils pourraient être aussi adultes, catastrophés par le comportement puéril et débile des adultes, qui s'échappent quand même pour une boîte de céréales. Là, on se dit qu'on est totalement dans l'univers, si vous voulez, de Joe Dante. Tout ça pour dire quoi? C'est que chez Joe Dante, et moi c'est ça que je trouve toujours extrêmement beau, c'est qu'on voit bien que l'image, au fond, c'est quelque chose qui permet aux individus de se construire. Ça, c'est quelque chose de très important. Il y avait
Il y avait un article assez beau d'ailleurs d'un critique qui s'appelle Charles Tesson, qui est un ancien rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, et qui disait la chose suivante, enfin à un mot ou deux près, sa phrase c'est ça. Il écrit plutôt la capacité des images à transformer ceux qui les regardent est le grand sujet d'étonnement du cinéma de Joe Dante. Voilà. Je pense que c'est exactement ça le cinéma de Joe Dante. C'est une formule formidable parce qu'il n'y a pas beaucoup de cinéastes qui ont traité véritablement ça. Il y a plein de cinéastes qui jouent avec les images, qui les retravaillent, qui plongent à l'intérieur, qui tentent d'en filmer le contre-champ, enfin peu importe, qui montrent qu'elles sont nocives. Hein. Il y a beaucoup d'exemples. La vulgate moyenne, c'est l'image industrielle est nocive. Bon, l'image industrielle produite par l'entertainment hollywoodien, c'est nocif. Voilà, ça vous apprend, ça vous formate, c'est un imaginaire belliqueux. Enfin, voilà, le discours moyen du cinéaste sur l'image hollywoodienne, c'est l'image, elle est mauvaise. Et Joe Dante, il dit non, elle est bonne et elle est mauvaise. C'est-à-dire que si on table effectivement sur le regard des individus, en l'occurrence des gamins qui voient ça, à la fois, ils ont envie d'être émerveillés, ils ont envie d'être séduits par ce qu'ils voient, et ils le sont. Et en même temps, ils sont totalement, on pourrait dire, lucides sur le type d'image qu'ils sont en train de voir. Et ce que filme Panic à Florida Beach, c'est ça. C'est que l'image, si vous voulez, elle va permettre à tous ces gamins-là, et même si le film est quand même centré sur deux d'entre eux, à la fois à s'émanciper, à se connaître mieux, si vous voulez, à dompter leurs propres peurs. C'est-à-dire que d'un seul entre eux, c'est pour ça que la fin, elle est très belle et ambiguë. C'est qu'ils ont réglé le problème qu'ils ont avec la peur des rouges. Quand ils sortent sur la plage, il y a cette ouverture du cadre, ce moment hystérique a complètement disparu. Leur image de l'apocalypse, ils l'ont eu. Le cinéma leur a donné, et résultat, ils ont survécu. Donc ils sortent plus forts du cinéma. C'est ça qui est très très beau. Mais Joe Dante, qui filme depuis 1993, autrement dit, il ne joue pas une espèce de faux ancrage dans le présent qui serait amnésique ou ignorant de ce qui va arriver par la suite. Joe Dante, il filme ça. Il filme d'une certaine façon la peur qui a été en partie canalisée grâce aux images. Je comprends mieux le monde grâce aux images. Et en même temps, il ne peut pas s'empêcher de dire oui, mais il se trouve que ces gamins-là ne savent pas encore qu'il y a des hélicos dans le ciel et que ces hélicos-là, ils incarnent le futur sombre de l'Amérique. C'est pour ça que le film s'arrête donc pile en 62, au moment précis évidemment de cette fin de la crise des missiles, un an avant ce moment qui va faire, d'ailleurs ça pourrait presque faire le lien avec le film qu'on va voir le mois suivant, qui est Second de John Frankenheimer, un film de 66, qui lui est un film qui plonge intégralement dans on pourrait dire, dans le doute, la folie des années 60, post-assassinat de JFK, si vous voulez. Là, c'est deux humeurs complètement différentes. Après, on pourrait parler des heures de Panic à Florida Beach, parce qu'il y a énormément de détails très malins. Je pense, par exemple, je dis cette ligue de décence des spectacles. C'est formidable, parce que beaucoup de cinéastes auraient pu, à la limite, se servir de ces deux personnages-là, et les punir, les prendre pour ce qu'ils sont vraiment, des gens qui distribuent des tracts, qui disent, comme c'était le cas à l'époque, mais depuis le début des années 10 aux États-Unis, et pas uniquement aux États-Unis, partout, des gens qui passent leur temps à dire, il y a certaines images qui sont nocives pour les enfants, il faut les protéger de ça, enfin bon, le vieux truc, catho-intégriste, enfin quand je dis catho-intégriste, c'est toutes les religions d'ailleurs, bête quoi, je devrais juste dire. Et tous ces gens-là, ils ont existé, ils existeront encore, et on pourrait penser que Joe Dante les fait surgir pour les punir. Voyez, parce que Joe Dante est tellement l'incarnation du contraire, comme les John Carpenter, les Cameron, tous ces gens qui ont été un peu de la contre-culture, un peu subversifs, qui évidemment produisaient presque le contraire, qui était le cauchemar presque fait film pour ces gens-là. Et là où est très malin Joe Dante, c'est qu'on se rend compte via Gene, comme quoi c'est utile d'être cinéphile. Parce que c'est parce qu'il a vu beaucoup de films qu'il repère sur une photo l'acteur, Dick Miller à ce moment-là, et donc il va voir Woosley, vous connaissez la suite, et on comprend que ce personnage-là n'est pas du tout un vrai type appartenant à une ligue de décence religieuse ou autre, c'est que c'est un acteur. Et alors là, on se dit,
Et d'ailleurs, Woosley tente au début, un premier scénario lui dit oui, mais il m'en veut, on s'est fâché, il me fait chanter. Puis il comprend que l'autre est trop malin, et il dit la vérité, non, c'est moi qui les ai embauchés. Et alors là, j'adore ça parce qu'on a vraiment, il y a l'intelligence chez Joe Dante, c'est toujours de dire qu'il y a deux choses, qu'on peut dire deux choses en même temps, qui sont contradictoires et pas incompatibles. Voilà, pour moi, c'est ça les grands cinéastes, qui arrivent toujours à dire deux choses, disant il y a ça et il y a ça. Alors, il y a ça, c'est oui, il y a des ligues de décence qui ont emmerdé à n'en plus finir des gens comme Joe Dante, comme Wes Craven, comme Carpenter, comme Sam Peckinpah, comme Samuel Fuller. Voilà, je veux dire, la liste est extrêmement longue de gens qui ont tenté de censurer, de faire pression, d'interdire des films formidables, mais qui à l'époque, voilà, des lobbies extrêmement puissants. C'est pour ça que j'aurais voulu vous passer Heroes for Sale, parce que c'est aussi un film qui a été très confronté à ça, même si c'est un film de 1933. Parce qu'en 1933, c'était un moment très particulier dans le rapport de la censure des ligues, si vous voulez, des lobbies contre le cinéma. Et donc Joe Dante nous dit, oui, ça a existé effectivement. Donc on les voit arriver, on se dit, ouais, bah, d'accord, on a compris, on en a plein dans les films, au début de La Horde sauvage, on a ça, etc. Mais par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de La Horde sauvage de Peckinpah, la Ligue des essences catholiques qui défile contre la consommation d'alcool dans les rues, elle devient une victime collatérale du grand massacre inaugural. De certaine façon, Peckinpah ne les massacre pas, mais quand même, il est bien content, lors du massacre inaugural, que la Ligue y passe intégralement. Parce que cette Ligue l'a tellement ennuyé, lui, en tant que cinéaste. Mais Joe Dante, qui est un type presque plus malin, il se dit, oui, mais faire ça, c'est trop facile. Évidemment, on est tous contre. C'est idiot. Les gens qui sont venus voir ça sont des gens qui sont, de fait, d'accord avec moi, qui n'ont pas écouté par définition les tracts ou les injonctions de ces lobbies-là. Et donc, ils décident de retourner complètement le truc en me disant, oui, mais ces gens-là, finalement, ils nous sont extrêmement utiles. Et donc, même s'ils n'existent pas, il faut les produire. Il faut les créer et les embaucher. Et là, il dit quelque chose qu'on dit pas si souvent que ça, en tout cas même à l'époque, ou même parfois encore aujourd'hui, c'est que, au fond, au cinéma, il y a beaucoup de films pour lesquels la censure est utile au film même. Alors moi, je pourrais vous citer des centaines d'exemples de moments où des films, s'ils n'avaient pas été censurés, n'auraient eu aucun succès. Bon, en tout cas, n'avaient pas été censurés. Tenter d'être censurés, ça n'a jamais évidemment été le cas. Mais ça produit un éclairage, une tension, et produisant, c'est le cas, produisant un interdit, derrière, un type comme Joe Dante, lui qui est l'homme de la pulsion, il sait qu'il n'y a pas de meilleur moyen de donner envie à quelqu'un que de lui dire tu ne peux pas le voir. Et donc, il y a dans ce grand dispositif du showman, il va même jusque-là. Il va même jusqu'à, vous savez, les étoiles de Télérama, à l'Office catholique. Il faut que même eux soient dedans parce qu'ils participent du spectacle global, malgré eux. C'est-à-dire qu'un bon film d'horreur, il n'est pas aussi bon que ça si il n'y a pas toujours les 3-4 mêmes personnes qui vont dire qu'il ne faut pas y aller. Ça fait partie du jeu aussi. Et ça, j'aime beaucoup la façon dont le film intègre jusque-là, si vous voulez, cette espèce d'idée, avec évidemment, alors là, on peut être très baudrillardien sur la lecture du film en se disant, de toute façon, qu'il faut toujours qu'un pouvoir produise en contre-champ de lui-même un contre-pouvoir. C'est très important. C'est l'illusion d'un contre-pouvoir. Le pouvoir, il marche parce qu'il y a un contre-pouvoir. Et donc, un pouvoir tout seul, c'est nul. Ça s'appelle une dictature. Non, un pouvoir capitaliste industriel doit produire en face l'idée qu'il y a des gens qui pensent le contraire. Mais ces gens-là sont les agents du même système. Et évidemment, le film travaille aussi cette espèce d'idée, là, si vous voulez, quoi. Vous avez des choses à dire, parce que bon, c'est un film qui est très très riche, Panique à Florida Beach. Il y a peut-être une chose aussi que je pourrais rapidement dire sur cette question des années 50. C'est-à-dire quelque chose qui est plus lié à l'histoire du cinéma. C'est que je vous ai dit que Joe Dante commence véritablement en 79 avec ce petit film, pas fauché mais presque, qui est Piranha. Et il va connaître, lui, du succès commercial et critique dans les années 80. Avec notamment Gremlins, etc. Travaillant dans le sens où c'est Spielberg qui va produire ces films. Et Joe Dante, il est, pour beaucoup de gens, on pourrait dire, totalement relié au cinéma américain, hollywoodien de divertissement des années 80. Parce que beaucoup n'ont pas vu les films qu'il a fait, en gros, depuis Panique à Florida Beach. Donc, c'est l'homme qui a fait Explorer, Gremlins 2, L'Aventure intérieure, ses gros succès. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, d'ailleurs c'est peut-être la seule et unique fois dans le cycle dans lequel on passe par un film qui est un film de 93,
mais qui se passe donc en 62, réalisé par un cinéaste qui a surtout été un cinéaste qui a connu un succès dans les années 80. Bon, ça a l'air un peu complexe, mais c'est très simple. Ce que je veux dire, c'est que ce que montre aussi ce film, c'est l'imaginaire des années 50. Ça veut dire que quand vous vous intéressez au cinéma américain des années 80, mais vous prenez aussi bien de Retour vers le futur au film de Spielberg ou autre, la grande période de référence du cinéma américain des années 80, ça a été les années 50. Comme la grande période de référence du cinéma américain des années 70, c'était les années 30. Je vous en avais peut-être déjà parlé il y a 2 ans de ça. Donc là, on est monté. Mais il y a, si vous avez l'occasion de revoir, et je sais pas, les Ondes de l'Arche perdue, enfin tous les grands films, les grands blockbusters familiaux des années 80, si vous voulez, vous vous rendez compte qu'ils sont obsédés par une seule chose, qui sont les années 50. C'est le moment où les années 80, c'est une sorte de grand revival des années 50. Alors, ce qui est passionnant, c'est qu'évidemment, d'une certaine façon, en repérant la période qu'une décennie se choisit comme une décennie importante, on en sait beaucoup sur la période elle-même. Alors, quel est le rapport, on pourrait se dire, entre l'Amérique d'Eisenhower et l'Amérique de Ronald Reagan? Et en fait, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que dans les années 80, quand Reagan arrive au pouvoir en 80, réélu en 84, le grand problème de Ronald Reagan, c'est l'Amérique conquérante, c'est de restaurer le blason de l'Amérique, c'est le Marlboro Man. Il faut revenir à des choses binaires, à des choses simples. Voilà. La puissance de l'Amérique doit revenir. Pourquoi? Parce que l'Amérique sort de 12 ans, 15 ans de flagellation, de mea culpa, de critiques, voilà, on pourrait dire presque de... Quand je dis de critique, c'est même assez faible. On pourrait dire d'altération de la mythologie nationale, du modèle, via à la fois la contre-culture, les crises politiques, la guerre du Vietnam, les films qui sont faits, etc. Ronald Reagan, lui, se fait élire sur le contraire. Il se fait élire sur l'idée qu'il y a toute une Amérique qui en a marre de cette Amérique qui se bat la coulpe, et qui est convaincue que finalement, il faut revenir à une Amérique conquérante et puissante. Le Reagan, il se fait élire là-dessus. Et l'Amérique conquérante et puissante, c'est d'un côté la mythologie de l'Ouest. Reagan était passé son temps à cheval. Acteur, évidemment pas inintéressant, et aussi quelqu'un qui va tout simplement redonner une focale extrêmement simple à cette Amérique qui est complètement larguée, perdue, qui sont plus où sont les repères, le bien, le mal, la droite, la gauche. Lui a envie de retourner à quelque chose de relativement simple. Et donc c'est ça l'élection de Ronald Reagan. Et donc il va chercher par-dessus les années 60-70, qu'il lui faut lui impérativement biffer. Les années 80, c'est d'abord une grande entreprise, on pourrait dire, non seulement d'amnésie, de suppression dans l'imaginaire collectif des années 70, ça n'a pas eu lieu, et de ce qu'on appelait évidemment de résurrection des années 50. Baudrillard, notre ami, disait justement du règne de Ronald Reagan, c'est la résurrection, et donc le règne de Ronald Reagan ayant donné ce que lui appelait un néo-cinéma, les années 80, c'est exactement ça dans le cinéma américain. Et le néo-cinéma, il disait, c'est la résurrection en trompe-l'œil de la scène primitive américaine. Voilà, c'est exactement ça. Donc, les années 80, leur problème, c'est réactiver le grand modèle où l'Amérique à la fois était conquérante, la guerre froide, un ennemi identifiable qui était le russe, le communiste, le rouge, le développement de la consommation, l'arrivée de la télévision, de la voiture, les frigos, le grand moment américain avec un président un peu paternaliste qui était Eisenhower, lui voulait l'être dans les années 80, Ronald Reagan, mais par contre il y avait une épine dans le pied à enlever, on ne pouvait même pas l'enlever donc on allait mettre un voile dessus, c'était tout le moment 60-70. Et le cinéma américain des années 80, il s'est construit sur la réécriture ou l'amnésie de ces années-là. Ce qui fait que quand vous regardez les films des années 80, vous vous rendez compte qu'ils dialoguent très très souvent avec les années 50. Enfin, Retour vers le futur étant typique, mais on pourrait en citer comme ça des exemples à n'en plus finir. Et même des cinéastes critiques, moi ça m'a toujours fasciné, sont tournés vers les années 50 pour dire « oui, mais les années 50 c'était pourri ». Exemple typique, Christine de John Carpenter. Vous avez peut-être vu ce film, 83. C'est quoi le problème de Christine ? C'est un film qui se passe dans les années 50. On est à la fin des années 50. La fameuse voiture que va trouver le jeune Arnie, pour ceux qui s'en souviennent, dont il va tomber amoureux et être vampirisé par elle, cette voiture meurtrière rouge, c'est une Plymouth Fury qui date de 1957. Autrement dit, John Carpenter, c'est les années 80, a totalement conscient de cette espèce de grand revival amnésique qui veut réécrire l'histoire américaine. Il dit, ok, les années 50, c'est quoi ? C'est ça. C'est cette bagnole tueuse. Et c'est vachement intéressant de reprendre Christine dans une perspective politique.
exactement comme on peut d'ailleurs reprendre, entre parenthèses, Un monde parfait de Clint Eastwood, qui est aussi un très grand film là-dessus. Un monde parfait, c'est un titre totalement ironique, parce que le film se passe, souvenez-vous, en 60-61. Non, je dis une bêtise. Il commence en 62, il doit se terminer à fin 62. On est quasiment au moment de l'élection de l'assassinat de Kennedy. Et Eastwood prend à bras le corps cette mythologie des années 80. Parce que lui, Eastwood a été victime de ça, de cette idée au fond que les années 50 c'était génial. Non, il dit non, c'était pas génial les années 50. Il y avait des problèmes de racisme, d'exclusion, plein de choses, etc. Et en faisant Un monde parfait, il rétablit la vérité sur les années 50 qu'avait totalement enjolivé le cinéma américain des années 80. Bon, ça, je suis un peu loin de tout ce qu'on raconte, mais je trouve ça passionnant parce que le cinéma de Joe Dante, on pourrait dire, c'est aussi un cinéma qui nous raconte ça. Qui nous parle, je sais pas, The Burbs, Les Voisins, pour ceux qui l'ont vu par exemple, ou évidemment Gremlins, souvenez-vous. Est-ce que vous vous souvenez du film, enfin il y en a plusieurs, mais auquel fait référence Gremlins de façon évidente et immédiate. Ouais, La vie est belle de Capra. Bon, voilà. Alors après, La vie est belle de Capra. Et ce qui intéressait évidemment de Joe Dante, c'était de rentrer dans l'univers de Capra, qui est le film qu'on montre à tous les gamins à Noël. Qui n'a pas envie d'habiter à Bedford Falls? Enfin, c'est quelque chose. Voilà. Bon. Et qu'est-ce qu'il fait, Joe Dante? Il dit voilà, vos petites années 50 là, voilà, ça c'est Capra. Mais moi je vais mettre des Gremlins à l'intérieur. Et c'est ça qui est intéressant. Là où Spielberg, avec E.T., nous dit c'est génial, ce modèle de banlieue des années 50, parce qu'il n'y a aucune différence, formidable. Joe Dante, c'est l'astre noir de Spielberg. Si vous dites, ok, au fond, Gremlins, c'est E.T., mais avec des petites bêtes pulsionnelles à l'intérieur, qui vont tout détruire, qui vont révéler les comportements des uns et des autres, etc., etc. Et je pense que Gremlins, c'est un film qui est à la fois un film qui fait croire, ça c'est le typique de Joe Dante, qui réactive de façon confortable le modèle aussi des années 50, les films d'adolescents, les films dans des petites villes américaines où chacun est à sa place, on a le sentiment que la mondialisation va passer par là, que le capitalisme industriel n'est pas là, on vit dans une autre Amérique, c'est ce que vend Ronald Reagan évidemment, et en même temps lui, à chaque fois il va chercher, il nous montre l'envers si vous voulez de ça. C'est pour ça que le cinéma de Joe Dante, c'est un cinéma qui est à la fois lié aux années 50 par amour de ce qu'a été sa cinéphilie, les films de monstres pour lesquels il a beaucoup d'estime, d'affection, etc. Toutes ces images qui lui ont permis de grandir. Et c'est aussi lié aux années 50 parce que, en tant qu'enfant, il a vécu cette période-là, et en tant que cinéaste des années 80, on lui a resservi une période qui n'était pas la bonne. Et ça, c'est absolument passionnant quand on regarde l'intégralité, si vous voulez, même de la filmo de Joe Dante, quoi. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas aimé parmi vous? Enfin, autre question. Est-ce que, pour certains d'entre vous, c'est le premier Joe Dante que vous voyez? Non, mais à ce moment-là, il faut que vous voyez Gremlins et le 2. Gremlins 2 est un film d'ailleurs qui n'a pas du tout marché à l'époque, que la Warner détestait, parce qu'il trouvait ça totalement amoral, que Spielberg détestait. Mais Gremlins 2, c'est un des grands films du début des années 90. Un film complètement fou. L'aventure intérieure, c'est formidable aussi, Hurlement. Second Civil War, qui est un téléfilm qu'il a réalisé formidable pour HBO et qui raconte une tentative de sécession d'un État américain, l'Idaho, parce que pour refus de récupérer des enfants réfugiés pakistanais. Et c'est une satire de la politique américaine qui est extraordinaire. Ça s'appelle The Second Civil War, donc la deuxième guerre de sécession, si vous voulez. Et c'est un téléfilm qu'il a fait pour HBO à l'époque où il avait beaucoup de mal à refaire des films pour le cinéma, donc il a beaucoup travaillé pour la télévision ou même pour des segments. Il a notamment réalisé le segment qui est le plus beau, absolument prodigieux, de la 4e dimension. Vous savez, en 84, Spielberg, John Landis et d'autres réactivent cette grande série des années 50-60, la Twilight Zone, et décident d'en faire une version long métrage et confient à plusieurs cinéastes, dont Spielberg, Landis, George Miller, etc., le soin de réaliser un épisode d'à peu près 20-25 minutes, et évidemment en couleur, et de les assembler pour en faire un long métrage qui va sortir au cinéma, ce qui sera le cas évidemment. Et Joe Dante va réaliser, à mon avis, le plus beau, qui s'appelle It's a Wonderful Life, qui est aussi un grand commentaire sur l'Amérique des années 50. Parce qu'il y a une dernière chose que j'ai oublié de vous dire quand même, c'est que le grand
on pourrait dire la grande matrice du cinéma de Joe Dante. Bien sûr, c'est les films que vous avez vus là. C'est même, on a oublié de parler du Caddie déjanté, par exemple. Tous ces films Disney débiles des années 50 dans lesquels les objets inanimés prenaient vie. Vous connaissez peut-être La Coccinelle, qui est voilà, à Monte Carlo, etc., qui parle avec ses yeux, enfin le truc atroce de l'anthropomorphisme disneyen. Mais c'est dans les années 50, il y a plein de films. Attention, ce qui est génial, c'est que la séquence du Caddie déglingué ou maudit, je ne sais plus quel est le titre. D'abord, c'est la première apparition de Naomi Watts. Et c'est surtout que c'est vrai, c'est pas une parodie. Hein, c'est que quand vous voyez ces films de l'époque, c'est vraiment ça. Hein, c'est que c'est extrême, c'est une remise en scène très scrupuleuse de séquences qui à l'époque faisaient rire. Mais la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que en fait, pour comprendre le cinéma de Joe Dante, je pense qu'il faut avoir en tête les dessins animés, les cartoons. Voilà. C'est peut-être un tout petit peu moins visible dans Panic à Florida Beach, qui est un film, on pourrait dire, qui est plus vers l'émotion, presque par moments la nostalgie, plutôt que du côté de la pulsion et de la virulence, quoi. Parce qu'il a fait des films vraiment très sale gosse, quoi, Joe Dante. Ou Small Soldiers, par exemple. Small Soldiers, c'est un film fou, quoi. C'est vraiment... qui est l'anti Soldat Ryan de Spielberg, si vous voulez. Hein, l'anti Toy Story, voilà. Si vous voulez l'antidote à Soldat Ryan et à Toy Story, vous allez voir Small Soldiers de Joe Dante. Bon. Et sa matrice, c'est le cinéma, le dessin animé. Il y a énormément de références dans ces films et il y a deux cinéastes de cartoon qu'il adore, qu'il vénère et qui sont là-bas de son cinéma. C'est Tex Avery, évidemment, et Chuck Jones. Chuck Jones, l'inventeur de Bip Bip et le Coyote, etc. Et pourquoi c'est important? D'abord parce que Dante a souvent croisé l'univers de l'animation très directement. Les Looney Tunes passent à l'action, par exemple. C'est vraiment des personnages de dessins animés qui se mêlent, comme dans Roger Rabbit d'ailleurs, au monde de personnages en chair et en os. Dans It's a Wonderful Life, l'épisode dont je vous parlais de la 4e dimension, il y a un espèce de basculement surréaliste, abstrait vers l'animation qui est incroyable. Small Soldier, c'est de l'image animée, de l'image de synthèse, mais on sent que le dessin animé n'est pas loin. Les Gremlins, c'est de la pure créature de dessin animé. Et le dessin animé est capital évidemment pour Joe Dante. D'abord parce que quand on voit les films de Tex Avery, les cartoons, les petits films de Tex Avery ou de Chuck Jones, c'est sans doute parmi les œuvres les plus subversives réalisées au cœur de la machine en indépendant, hein, au cœur de la machine hollywoodienne à l'époque. Ce sont ces dessins animés-là. Et surtout, ce qui est assez fascinant, c'est que ce sont vous savez, le dessin animé, c'est le grand terrain de la pulsion. Hein, c'est le moment où les gremlins, c'est ça, c'est la pulsion à l'état pur. Quand ils ont envie de fumer, ils fument. Quand ils ont envie de casser quelque chose, ils cassent. Quand ils ont envie de défaire une antenne, tout ce qu'ils ont envie de le faire, ils le font. Or, l'univers du dessin animé, c'est par excellence l'univers de la pulsion. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mort dans le dessin animé. On peut être démembré, on peut être écartelé, on peut être sulfaté aux quatre coins de la planète. Dans le plan suivant, le corps se reconstitue. Autrement dit, dans le dessin animé, au fond, les actions sont réversibles. Hein, c'est la différence qu'il y a entre le dessin animé, si vous voulez, et puis le cinéma gore, d'horreur. Dans le cinéma gore, une fois que vous avez la tête coupée, c'est rare que vous la retrouviez. Autrement dit, dans le cinéma d'horreur, la mort, elle est irréversible. Sauf pour les zombies, ça c'est encore un autre sujet. Alors que dans le dessin animé, pas du tout. Et il y a beaucoup de ça chez Joe Dante. Hein. On sent que la mort est présente, elle est ultra présente partout, et pour autant, il est très rare qu'il y ait des morts dans les films de Joe Dante, parce que sa logique, qui est celle de la pulsion, c'est celle du dessin animé. Hein. Vous comprenez ça? Appliqué évidemment au monde des humains, quoi. Écoutez, donc le mois prochain, c'est Seconde de John Frankenheimer. Alors là, beaucoup moins friendly, beaucoup moins cool, beaucoup moins rose, beaucoup moins tout aussi intelligent, mais voilà, c'est un film choc. Et on en profitera d'ailleurs pour vous poser une ou deux questions liées à la poursuite éventuelle du cycle l'année prochaine. Cette fois, on veut un truc un peu interactif, donc on va vous demander votre concours sur la nature de l'année prochaine du cycle éventuel. Bah ouais, voilà, c'est mon teaser. Hein. Donc rendez-vous le mois prochain et merci beaucoup.